Avril 1941. Alekhine est à Lisbonne et il apprend que son projet de match contre le challenger Capablanca a été refusé. Il retombe immédiatement dans ses travers et se remet à boire. En même temps paraissent en Allemagne des articles signés de sa main et intitulés « Échecs juifs et ariens », dans lesquels il essaie de démontrer, à l'aube de ses connaissances échiquéennes, l'agressivité des échecs ariens et le manque de courage des juifs. Comment le champion du monde a-t-il pu en arriver là? En quoi le mot opportunisme résume le parcours d'Alexandre Alekhine? Restez jusqu'au bout pour avoir les réponses. Alexandre Alekhine naît le 19 octobre 1892 à Moscou, dans une famille très aisée de l'Empire russe. Le père est un riche propriétaire terrien ainsi qu'un membre de la Douma russe. La mère est la fille d'un riche marchand de textiles. C'est d'ailleurs elle qui va lui apprendre les échecs, mais c'est avec son frère Alexej qu'il va pratiquer régulièrement. Au lycée, il fait de brillantes études et apprend rapidement le français et l'allemand. Les parents du petit Alexandre sont loin d'être des modèles car ils voyagent souvent en Europe, notamment à Rome. Ils boivent beaucoup et s'occupent peu de leurs enfants. Le père fait aussi beaucoup de déplacements dus à ses nombreuses responsabilités et c'est donc dans un contexte peu heureux qu'Alexandre Alekhine va grandir et c'est ainsi qu'il va se prendre de passion pour un jeu qui avait mauvaise réputation à l'époque. En 1902, Pillsbury vient faire une simultanée de 22 parties à l'aveugle et, bien qu'étant absent lors de la séance, Alexandre boit le récit de son frère Alexej sur l'exploit du joueur et il est impressionné par la performance. C'est le début de l'obsession échiquienne. En effet, il rêve régulièrement de problèmes et d'échecs. Un jour, en cours d'algèbre, le professeur lui demande la réponse à un exercice, ce à quoi il répond « Je sacrifie le cavalier et les blancs gagnent ». À l'âge de 14 ans, il prend des cours avec Duz Kotimirsk, le champion de Kiev, puis avec Vladimir Ivanovitch Nenarokov, un des plus forts maîtres de Moscou. En 1907, il devient un membre actif du club de la ville. Il joue son premier tournoi important à Düsseldorf en 1908 dans la partie amateur, où il termine 4ème et se fait repérer par des grands noms comme Frank Marshall ou encore Edouard Lasker. En 1909, en parallèle de ses études de droit, il gagne son premier tournoi amateur en Russie, ce qui lui donne une réputation nationale. Il enchaîne avec les tournois internationaux de Stockholm en 1912 et celui de Chevening en 1913. En 1914, il gagne le championnat de Russie, ex aequo avec Aron Nimzovich, puis il termine 3ème au tournoi international de Saint-Pétersbourg, le même tournoi gagné par Emmanuel Lasker, devant son futur successeur, José Raúl Capablanca. Il participe au tournoi de Mannheim quand il est arrêté par les Allemands pour des soupçons d'espionnage, la première guerre mondiale ayant explosé. Il parvient à s'évader et rentrer en Russie où il sert son pays pendant la guerre. D'un point de vue échiquéen, il se fait remarquer très vite pour s'être abonné à la chaîne Échecs et Maths en 2. Ah oui, non, c'est pas ça, pardon. Mais n'oubliez pas de le faire si vous l'avez pas déjà fait. Concernant la partie échiquéenne, Alexandre Alekhine était reconnaissable à son grand talent en combinatoire et en tactique. D'ailleurs, un peu plus tard dans sa carrière, il a avoué presque penser qu'il pouvait rattraper n'importe quelle fantaisie stratégique par une combinaison. Son livre préféré, c'était celui consacré aux meilleures parties de Chigorin, ce qui peut expliquer sa conception offensive du jeu, mais son arsenal d'attaquants était aussi complété par un grand talent en finale et dans les positions calmes. Concernant la théorie, il a porté une ouverture célèbre qui porte son nom, la défense Alekhine, mais aussi plusieurs variantes, notamment dans le gambit dame refusé. Aussi, il avait la réputation d'un joueur qui sortait tôt du livre, il aimait surprendre son adversaire, quitte à jouer des positions inférieures. Alexandre Alekhine ne voit pas les échecs comme une science, mais plutôt comme un art. Du coup, voir son adversaire gâcher l'œuvre avec une erreur, ça le rendait fou. Je vous donne cette citation de Kasparov à propos du personnage qu'était Alexandre Alekhine. « J'admire le raffinement de ses idées, et j'ai essayé autant que possible d'imiter son style enragé d'attaquant, caractérisé par ses sacrifices aussi soudains que tonitruants. » Après la Première Guerre mondiale et la Révolution, il va gagner le championnat russe, mais tout comme son coéquipier Efim Bogolyubov, il est contre-révolutionnaire et se fait arrêter par la Tchéka. La première fois, il en réchappe de justesse et essaie de se racheter en intégrant le Parti communiste, ainsi qu'en devenant linguiste dans le Comintern. C'est dans cette période qu'il épouse Anneliese Rugg, sa deuxième femme. Elle va l'aider à s'exiler en France, et ce, juste après qu'il se soit échappé une seconde fois de la Tchéka. Ici, vous comprenez l'opportunisme incroyable d'Alekhine, et croyez-moi, c'est loin d'être terminé. À partir de là, il va connaître l'apogée de sa carrière. En 1921, il gagne les tournois de Triberg, Budapest et La Haye. En 1922, celui de Hastings, et en 1923, celui de Carlsbad. En 1924, il termine 3ème au tournoi de New York, derrière Lasker et Capablanca. Il fait une performance incroyable en 1925 lorsqu'il remporte une simultanée à l'aveugle sur 28 échiquiers.
Il gagne 22 parties, en perd 3 et en annule autant. Fait incroyable, il est capable de restituer les 28 parties intégralement et ce le lendemain de l'événement. Encore mieux, il va avoir un record de 32 parties jouées dans les mêmes conditions et c'est un record qui sera battu par Miguel Najdorf en 1947 avec un total de 45 parties. En 1927, il fait deuxième au tournoi de New York derrière Capablanca, Lascar ne participant pas au tournoi. Il devient alors logiquement le challenger du Cubain qu'il bat à Buenos Aires après un match marathon durant plus de 2 mois et se terminant sur le score de 18,5 à 15,5. Malgré la promesse de revanche, il va défendre son titre que contre Bogolyubov qui est son compatriote. Bogolyubov, il est moins redoutable que le Cubain et les matchs ont lieu en 1929 et en 1934. Sur cette période, il va gagner les 15 tournois auxquels il va participer. La série d'invincibilité prend fin lorsqu'il a la deuxième place au tournoi de Hastings derrière Saloflor. À la surprise générale, il perd la couronne mondiale sur le score de 14,5 à 15,5 face à Max Euwe en 1935. Anecdote cocasse, Alexandre Alekhine, il a bu durant la rencontre et les organisateurs, à la fin du match, ils se sont sentis obligés de publier la chose suivante. Il est généralement admis que le champion du monde a l'habitude de consommer une quantité d'alcool considérable depuis quelques années. Non seulement cela n'a aucun effet négatif sur Alekhine, mais les experts des échecs estiment qu'en fait, cela l'aide à obtenir ses meilleurs résultats. Dans cet état, il est particulièrement redoutable pour ses adversaires, y compris Euwe. Après un nouvel échec au tournoi de Nottingham où il ne termine que 6ème, il réagit et il récupère 2 ans plus tard son titre mondial face aux Néerlandais et ce sur le score de 15,5 à 9,5. Il n'a bu que du lait dans cette période. La Seconde Guerre mondiale éclate et Alekhine, qui est naturalisé français depuis 1927, sert pendant quelques temps dans l'armée française comme interprète. Après l'occupation de la France, il joue dans les tournois organisés par les Allemands, et ce dans toute l'Europe, notamment en Allemagne, en Pologne, en Autriche ou encore en Tchéquie. Il collabore avec Hans Frank, le représentant d'Hitler en Pologne, qui a organisé un bon nombre de tournois, mais aussi le camp de la mort d'Auschwitz. Des parties jouées par correspondance ont été retrouvées entre Alekhine, son ancien compatriote Bogolyubov et Hans Frank. Pire que tout, il a écrit des articles antisémites nommés Échecs ariens et juifs, dans lesquels il affirmait que les juifs, comme Lasker, manquaient de créativité. Après la guerre, Alekhine, il a démenti les articles en dénonçant une manipulation des nazis qui avait ajouté les passages antisémites, mais ça n'empêche que sa collaboration est restée dans les mémoires et du coup ses excuses, elles ont été sans effet. De nombreuses sources ont rapporté que Alekhine avait écrit ces articles dans le but de protéger sa 4e épouse grâce à Alekhine qui était restée dans un château près de Dieppe pendant l'occupation. Il n'empêche que Alexandre Alekhine a mené des entretiens en Espagne en 1941 où il a avoué être le premier joueur à traiter les échecs d'un point de vue racial. C'est pas Jojo. Les négociations pour un match avec Capablanca ont depuis longtemps échoué et donc il se retrouve complètement isolé de la compétition internationale. Et ce, malgré le fait qu'il est toujours champion du monde en titre. S'ensuit une rechute dans la dépression et l'alcool, et lorsque son match est finalement programmé pour la couronne mondiale contre le russe Mikhail Botvinnik, il est retrouvé mort le 24 mars 1946 dans sa pension d'Estoril au Portugal. La raison officielle est un étranglement en mangeant de la viande, mais la raison officieuse, donnée par le médecin ayant analysé le corps d'Alekhine, est un empoisonnement à l'alcool. Si c'est le cas, on ne saura jamais si c'est un suicide ou un empoisonnement. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao. It's a tough game for the body as well as the mind. It's pretty tough, yeah. There's a lot of tension.